sous de multiples identités à travers le monde sous le nom de Huracan aux Caraïbes et rend hommage aux dieux mayas du feu et de la tempête. Connu également sous l'appellation de kamikaze au Japon, il signifie les vents divins. Mais aussi nommé Willy Willy en Australie et Taifun Fung en Chine, vous l'aurez compris, il s'agit des ouragans. L'empreinte de l'homme sur le climat est aujourd'hui plus qu'amplement prouvée, mais jusqu'à présent, on faisait démarrer la hausse anormale des températures au tournant du XXe siècle. Selon une équipe internationale de 25 chercheurs, il faudrait en réalité remonter davantage le temps, car il est très probable que le réchauffement climatique anthropique ait débuté dans l'hémisphère nord aux alentours de 1830, soit à l'ère de la révolution industrielle. L'étude montre aussi que ce réchauffement n'a sans doute pas commencé au même moment et à tous les endroits du globe. C'est pourquoi dans cette émission spéciale Ouragan, nous nous demanderons s'il est possible que le réchauffement climatique engendre un ouragan en France métropolitaine. Premièrement, pour comprendre le climat de la France métropolitaine, nous accueillons Mathilde Grèce, météorologue basée à Toulouse, à Météo France. Mathilde, bonsoir et bienvenue. Que pouvez-vous nous apprendre sur le climat français ? Le climat est défini par l'ensemble des conditions météorologiques des lieux donnés. Il est défini par les valeurs moyennes, généralement sur 30 ans, et des phénomènes particuliers tels que le brouillard, les orages, la grêle. Il existe 10 grands types de climat dans le monde. Climat océanique altéré, semi-continental, de montagne, méditerranéen, polaire, continental, subtropicaux, intertropical et équatorial. Et en France, nous avons quel type de climat ? Le climat de la France est dit tempéré car elle connaît une pluviométrie répartie tout au long de l'année et des températures relativement douces. Ces caractéristiques sont dues à la latitude moyenne et à la dominance des vents venus de l'Atlantique. Toutefois, les régions connaissent des climats variant selon leur latitude, leur altitude et la proximité ou non avec la mer et des massifs montagneux, comme les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Ah bon ? Nous avons différents types de climat en métropole ? Oui, la France a un climat tempéré avec une dominance océanique. Cependant, nous pouvons distinguer 5 climats. Un climat océanique, présent ici, caractérisé par une amplitude thermique annuelle de l'ordre de 5 à 15 degrés. C'est un climat humide et tempéré. Un climat océanique plus ou moins altéré est présent dans les centres de la France. Un climat continental présent dans le nord-est, qui a une influence continentale sensible, principalement due à l'éloignement descendant des masses océaniques. Un climat de montagne situé sur, près et à côté des massifs montagneux, donc ici, ici, ainsi qu'ici. Un climat méditerranéen situé sur le pourtour méditerranéen et encore c'est terminé par un climat aux étés chauds et aux hivers courts et doux. Et de quoi sont composées les intempéries françaises ? Alors déjà on associe le mot intempérie à un mauvais temps, rigueur du climat. Les intempéries qui touchent la France sont différentes suivant leur lieu. En France, il y a des intempéries comme la pluie, la grêle, le brouillard, la bruine, des vents violents, des petites tornades, des inondations, de la neige, orages, tonnerres, tempêtes. Le réchauffement climatique joue-t-il un rôle dans ces intempéries ? Qu'en est-il vraiment ? Tout d'abord, le réchauffement climatique observé de nos jours est une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Selon les membres du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat appelé GIEC, un tel événement est en cours. Il serait lié au renforcement de l'effet de serre naturel par l'ajout de quantités massives de gaz à effet de serre d'origine anthropique dans l'atmosphère. Ces émissions sont notamment engendrées par la consommation d'énergie fossile telles que le pétrole ou le charbon qui renvoie du dioxyde de carbone CO2. À ce jour, de nombreux experts lui attribuent notamment la fonte des glaces, observée en été, au pôle et en altitude, ce qui entraîne la montée du niveau des océans ainsi que leur acidification. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il y aura des variations climatiques par des intensifications des intempéries. On entend souvent parler de paléoclimat, mais de quoi s'agit-il ? Alors, pour vous expliquer déjà le paléoclimat, c'est le temps qu'il faisait dans le passé. Il peut être déterminé par des écrits comme ceux de Rousseau qui nous ont grandement aidés à établir le climat du XVIIIe siècle, ainsi que les récoltes qui nous aident également beaucoup. Mais comment des récoltes ont pu vous aider à déterminer un climat ? Alors, c'est très simple.
Par exemple, pour les oliviers qui sont des arbres qui ont besoin d'un climat très chaud, à notre époque, ils sont cultivés dans un climat méditerranéen. Donc, si par exemple nous avons des textes ou des preuves qui nous disent que dans le passé, des oliviers étaient cultivés par exemple dans le nord de la France, cela voudrait dire que le climat y était chaud et donc différent de celui d'aujourd'hui. Alors que savez-vous exactement sur le paléoclimat métropolitain? La Terre a vécu de nombreux changements climatiques. Par exemple, la dernière grande glaciation, appelée le Würm, date d'il y a 10 000 ans. À cette période, en hiver, les températures pouvaient descendre jusqu'à moins 50 degrés. Et l'été, elles n'excédaient pas 15 degrés. Le climat a aussi des répercussions sur le paysage, c'est-à-dire qu'à cette période, d'immenses glaciers recouvraient certaines parties de la France et de l'Europe, notamment la vallée de Grenoble. De plus, la Manche n'existait même pas. On pouvait passer de la Bretagne à l'Angleterre à pied. Puis, on peut prendre l'exemple de l'hiver 1788-1789. Cet hiver a été catastrophique pour toutes les récoltes. Quasiment tout a gelé, le peuple ne pouvait plus se nourrir et mourait de faim et de froid. Cela a accentué la crise économique et a donné une autre raison au peuple de se rebeller. On peut donc dire que cet hiver a joué un rôle dans la Révolution française. En résumé, le XVIIIe siècle a été rythmé par des périodes glaciales, mais aussi par des canicules. C'est un climat plutôt extrême qui a beaucoup marqué la France. Comment avez-vous fait pour déterminer ces étendues de glaciers? Alors c'est très simple. Encore une fois, c'est l'environnement qui nous le dit. La nature garde toujours des traces et en ce qui concerne la vallée de Grenoble, des archéologues ont trouvé des roches spécifiques et marquées par la trace de ces glaciers. Ceci relate du Würm qui a commencé il y a 115 000 ans et dont les glaciers se sont mis à grossir et ont atteint leur taille maximale il y a 20 000 ans. Y a-t-il d'autres moyens que d'étudier les roches pour déterminer un climat? Oui, il existe d'autres méthodes. Par exemple, mon équipe de scientifiques et moi-même nous sommes rendus dans un lac alpin. Dans ce lac, nous avons fait descendre un tube dans l'eau pour récupérer ce qu'on appelle une carotte. Et plus on creuse profondément, plus remonte le temps. À l'aide de ces sédiments trouvés, nous avons donc pu prouver la présence de glaciers dans cette région. Nous avons réalisé ces carottages dans tous les lacs alpins, ce qui nous a permis de retracer le climat de cette région depuis 20 000 ans. Ces méthodes sont utilisées partout en France et ailleurs pour déterminer un climat. Vous avez parlé de carottage, mais qu'est-ce que c'est au juste? En quoi ça vous permet de déterminer le climat passé? Alors le carottage c'est un type de forage d'exploration qui vise à prélever un échantillon du sous-sol continental ou océanique dans le but de l'examiner et donc de déterminer un climat. Donc pour répondre à votre question, dans les sédiments nous retrouvons des pollens des plantes qui poussaient à l'époque que nous étudions. Si on retrouve un certain type de pollen, cela voudrait dire que le climat y était très froid. Puis, par exemple, nous avons trouvé dans les sédiments correspondant à 13 000 ans du pollen de chêne, ce qui voulait donc dire qu'il y a 13 000 ans, à ce moment et à cet endroit précis, le climat était tempéré puisque des arbres pouvaient naître et pousser. Merci Mathilde. Suite à ces précisions météorologiques françaises, nous pouvons à présent nous pencher sur la création des ouragans. Les ouragans touchent de plus en plus le monde, ravageant de nombreuses vies et de nombreux hectares. Ce soir, nous recevons une femme qui en a fait son métier. Elle nous expliquera l'origine, la naissance et les paramètres physiques requis de ces monstres météorologiques. Bonsoir Madame Durand, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Sciences Météo. Bonsoir et merci de me recevoir. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions et vous éclairer en effet sur l'origine et la naissance des cyclones, des ouragans ou encore des typhons. Alors justement, y a-t-il une différence entre ces phénomènes? Alors c'est une bonne question. En effet, il est important de signifier que ces trois termes désignent la même chose. Seulement, ils changent de nom selon leur position géographique. Par exemple, ouragan aux Caraïbes ou encore typhon en Asie, ou bien cyclone dans l'océan Indien. Alors dans quelles conditions environnementales se crée un cyclone? Alors les cyclones naissent en mer d'une différence de température entre l'eau et l'air. À la fin de l'été, l'eau ayant emmagasiné la chaleur du soleil dépasse souvent les 26 degrés, tandis que l'air se rafraîchit beaucoup plus vite. La vapeur de l'eau libérée par l'océan se condense rapidement au contact de l'air. Une perturbation se crée, car il faut savoir que la condensation est le phénomène physique des changements d'état de la matière d'un état gazeux, ici la vapeur d'eau, à un état condensé qu'on appelle couramment solide ou liquide.
ici les nuages formés. Et alors que permet la condensation au sein de l'ouragan? La condensation de la vapeur d'eau libère de l'énergie qui va intervenir dans le fonctionnement d'un cyclone. Cette énergie permet de réchauffer l'air qui produit donc une zone de très faible pression qu'on appelle généralement une dépression. Tout d'abord, il faut que je vous explique cette idée de pression et de dépression. La pression atmosphérique est très importante en météorologie. On la mesure avec un baromètre et son unité est l'hectopascal. Pour cela, on se place à l'altitude 0, donc au niveau moyen de la mer. Elle est en moyenne de 1013 hectopascales, soit un poids d'à peu près 1 kg pour chaque centimètre cube. De plus, une dépression est une région où la pression est plus faible que dans les zones voisines et autour de laquelle le vent circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Les dépressions sont généralement accompagnées de mauvais temps, vent fort et précipitations. Donc les cyclones peuvent être imaginés comme un moteur thermique car ils tirent leurs énergies de l'air humide et chaud au-dessus de l'océan, libèrent ensuite l'énergie venant de la condensation de la vapeur d'eau, ce qui produit des gouttelettes d'eau au cœur des nuages. Alors comment calcule-t-on le bilan énergétique d'un cyclone? Alors, pour cela, il y a une façon. On utilise une méthode qui permet de calculer l'énergie totale libérée par la formation des nuages et de la pluie. On utilise la formule du volume et des cylindres. Un cyclone moyen produit environ 1,5 cm par jour de pluie dans un cercle de rayon de 665 km, soit 665 x 10 puissance 5 cm. Converti en volume, ceci donne 2,1 x 10 puissance 16 cm3 par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 cm3 de pluie pèse environ 1 g. En utilisant la chaleur latente de condensation, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut lui communiquer pour qu'elle passe de l'état gazeux à solide, cette quantité de pluie produit 5,2 x 10 puissance 19 joules par jour, soit 6,0 x 10 puissance 14 watts. Ce qui vaut à 200 fois la capacité de génération électrique du monde entier, une quantité fabuleuse d'énergie produite. Pour résumer, cette méthode montre la quantité phénoménale d'énergie produite par les cyclones. Et à quoi sert cette masse importante d'énergie dans le développement de l'ouragan? Donc cette énergie libérée engendre une dépression près de la surface de l'eau. L'air environnant s'engouffre dans la dépression pour la combler. Cet air est soumis à la force de Coriolis, engendrée par la rotation de la Terre, entraînant tout mouvement vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Le mouvement descendant dû à la dépression combinée à la force de Coriolis se transforme en tourbillon. Les vents et la force de Coriolis se chargent ensuite de déplacer le phénomène cyclonique. Alors comment caractérise-t-on le trajet d'un ouragan? Ont-ils tous la même trajectoire? Les parcours des cyclones sont souvent paraboliques, mais certains ouragans peuvent changer brutalement de direction, voire effectuer des boucles ou rebrousser chemin. L'intensité du cyclone diminue dès qu'il quitte l'océan pour passer au-dessus d'une zone continentale et tout dévaster sur son passage. Mais y a-t-il des zones particulières favorisant la naissance des cyclones? Alors, il faut savoir qu'un cyclone est une perturbation tourbillonnaire qui naît entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne en excluant une bande de 500 km de part et d'autre de l'équateur, proche d'une masse océanique importante. Car dans cette zone, la force de Coriolis s'annule due à la rotation de la Terre. Les zones tropicales favorisent la naissance des cyclones. De plus, ces perturbations tournent dans les sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et dans le sens contraire dans l'hémisphère nord. En moyenne, il y a une cinquantaine de recensements d'ouragans par an, dont 70% dans l'hémisphère nord. Et comment caractérise-t-on les différentes puissances des perturbations? Une dépression tropicale est caractérisée par des vents inférieurs à 62 km/h. La vitesse du vent d'une tempête tropicale est comprise généralement entre 62 et 117 km/h. Enfin, les ouragans ont des vents très violents qui sont supérieurs à 117 km/h. Quelles sont les conditions précises pour qu'un ouragan se forme? Alors, dans un premier temps, il faut avoir une perturbation préexistante, soit un nuage. Ensuite, trouver une réserve d'énergie thermique suffisante dans la mer ou l'océan, soit une température supérieure à environ 26 degrés dans une profondeur de 50 mètres. Puis également avoir une très faible variation du vent avec l'altitude qui sera favorable à l'existence d'une circulation tourbillonnaire pour faire tourner la perturbation. Enfin, il faut être au-delà de 5 degrés de latitude afin que la force de Coriolis engendrée par la rotation de la Terre soit suffisamment intense pour permettre la mise en place du mouvement initial tourbillonnaire. Alors un cyclone peut-il surgir à n'importe quel moment? Alors non, il y a une saison cyclonique qui s'étend habituellement de juin à octobre aux Antilles et de novembre à avril dans l'hémisphère sud. Néanmoins, il peut arriver en de très rares occasions que des cyclones se forment hors de la saison habituelle. Alors à quel point sont-ils destructeurs? Oula, très destructeurs. Les ouragans s'accompagnent de vents soufflant à plus de 120 km/h pouvant atteindre les 300 km/h. Capables de déraciner un arbre et de démolir des constructions, ils peuvent dégénérer en tornades localisées. Ils sont également accompagnés de pluies torrentielles qui peuvent être à l'origine de glissements de terrain.
Le phénomène le plus meurtrier associé au cyclone sont les marées de tempête. Il s'agit d'une élévation anormale du niveau de la mer causée par la dépression, laquelle agit comme une énorme ventouse sur la surface de l'eau. Merci de nous avoir accordé de votre temps et merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions, Madame Durand. Avec plaisir, je serai ravie de revenir sur ce plateau. Bienvenue dans ce quiz édition spéciale La structure des ouragans. Nous accueillons ce soir Christine Vanderberg et Charline Legrand. Nous pouvons maintenant commencer. Première question. Jusqu'à combien de mètres peut mesurer le diamètre de l'œil de l'ouragan? Petit A 20 km, petit B 60 km, petit C 20 mètres, petit D 40 km. Réponse des 40 km. Ah, c'est une mauvaise réponse, Christine. La parole revient donc à Charline. Je dirais réponse B, 60 km. Bonne réponse. En effet, l'œil du cyclone peut mesurer jusqu'à 60 km de diamètre, ce qui est relativement grand. Cela correspond donc à une période de calme pendant un ouragan. 10 points pour vous. Deuxième question. La pression et les vents, y sont-ils respectivement petit A, minimal et faible, petit B, maximal et fort? Minimal et faible. Réponse A. Ah, bonne réponse. Les vents, ils sont seulement dans cette partie de l'ouragan. 10 points pour vous aussi. Troisième question. Autour de l'œil se trouve un mur qui est composé de cumulonimbus seulement petit A, petit B cumulonimbus avec vent et pluie, petit B. Réponse B, cumulonimbus et vent avec des pluies. Bonne réponse, Charline. Le mur est une épaisse couche de nuages accompagnée de fortes pluies et de vent. 10 points en plus. Quatrième question. Quelle est la zone la plus destructrice? Petit A, l'œil. Petit B, le mur. Ou petit C, les bandes spirales. Petit B, le mur. Bonne réponse. C'est le mur car c'est là où les vents ils sont le plus forts. Alors petit point score, Charline 30 points, Christine 10 points. Christine, vous êtes à la traîne, hein? Remontez. Cinquième question, l'œil est composé petit A d'air qui plonge lentement ou petit B d'air qui remonte lentement. Réponse A, d'air qui plonge lentement. Bonne réponse. Ces vents descendent en mouvement circulaire. 10 points en plus. Sixième question. Dans l'hémisphère sud, les vents tournent autour du centre. Petit A dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Petit B dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Réponse B. Ah, c'est une bonne réponse, Christine. À l'inverse, dans l'hémisphère nord, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous sommes face à deux connaisseurs d'ouragan. Septième question. Quelle est la vitesse moyenne du déplacement d'un ouragan qu'on peut aussi appeler système tropical? Petit A 10 à 35 km/h, petit B 20 à 45 km/h, petit C 30 à 55 km/h. Je dirais réponse A, 10 à 35 km/h. Ah, bonne réponse, Charline. C'est assez rapide pour qu'un phénomène naturel aussi grand qui détruit tout sur son passage. Vous remportez donc ce quiz haut la main. Bravo, Charline. Bravo à vous, Christine. Vous pouvez revenir comme vous voulez. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur la structure des ouragans et je vous dis à bientôt dans un nouveau quiz. Nous avons demandé à nos internautes du site sciencemeteo.fr leurs questions pointilleuses sur les prévisions météorologiques auxquelles Johanna Chazal va tenter d'y répondre. Alors bonsoir Johanna. Bonsoir. Alors Einstein 82 demande que signifie OMM et quelle est l'utilité de cette organisation? Alors, tout d'abord, merci Ashton82 pour cette question. Alors, OMM signifie Organisation météorologique mondiale. Elle coordonne la veille cyclonique sur le plan international. Elle a désigné dans chaque bassin océanique un centre météorologique régional spécialisé qu'on appellera CMRS dans la prévision cyclonique. Merci et merci à Einstein 82. Donc Pythagoras demande
Où est le centre météo CMRS de France et ce, dans le monde? Alors, Pythagoras, le centre météo de France est situé à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion. Il existe en tout 6 CMRS. Un en France, qui, comme nous l'avons évoqué juste avant, est situé à Saint-Denis. Un autre en Amérique, situé à Miami, qui s'occupe essentiellement de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord-Est. Puis un à Tokyo, pour le Pacifique Nord-Ouest. Un autre basé à Honolulu, qui gère le Pacifique central. Un à New Delhi, voué au golfe du Bengale, ainsi qu'à la mer d'Oman. Et enfin, un à Nadi, aux îles Fidji, pour le Pacifique sud-ouest. Très bonne question, Pythagore. À présent, Talesprit demande quelles sont les fonctions du CMRS de France. Bonsoir, Talesprit. Alors, le CMRS de la Réunion est responsable de suivi des ouragans, ce qui se traduit par des prévisions et des analyses de tous les systèmes dépressionnaires tropicaux, depuis leur formation jusqu'à leur disparition. Le CMRS a pour domaine de responsabilité une zone allant de 30 degrés est à 90 degrés est entre l'équateur et 40 degrés sud. Outre cette vocation première, qui est la surveillance permanente de l'activité cyclonique tropicale, le CMRS a un rôle d'alerte, c'est-à-dire dès qu'un phénomène cyclonique est identifié, le centre diffuse toutes les 6 heures un bulletin à tous les services météorologiques de la région et toutes les 3 heures à l'approche de zones habitables. En plus de la surveillance permanente de l'activité cyclonique tropicale et la fourniture des données aux 15 pays membres de la zone, dont l'Afrique du Sud, la France, le Kenya, Madagascar et d'autres, le CMRS a également un rôle de formation et de recherche. En effet, les prévisions cycloniques sont associées à des mesures de prévention et de sensibilisation à des populations aux risques encourus et aux attitudes à adopter afin de minimiser les effets du cyclone. Merci Talesprit pour cette question, très bonne question. Maintenant, prof 31416 demande en quoi consistent les prévisions cycloniques. Alors, prof 31416, la prévision cyclonique consiste à détecter la formation des phénomènes cycloniques, puis à prévoir leur trajectoire, leur intensité et leurs principales conséquences. Elle utilise toutes les informations météorologiques disponibles, comme l'observation au sol et en altitude de la nature et du mouvement des masses d'air, par exemple, faites par radiosondage. Elle utilise également des données issues des avions chasseurs de cyclones, telles que la pression ainsi que la vitesse du vent. L'image radar et satellitaire sont aussi utiles pour cela. Par ailleurs, l'imagerie satellitaire a révolutionné la prévision cyclonique et permet de pallier l'absence d'observation sur certaines zones océaniques. Aujourd'hui, les cyclones sont plus facilement observables et nous pouvons mieux estimer leur dimension et le détail de leur structure. Un modèle spécifique de prévision de trajectoire et d'intensité développé par chaque CMRS simule leur évolution. Les prévisions actuelles ne peuvent excéder une échéance de 24 heures. Merci à vous pour vos questions spéciales et merci à vous, Johanna Chazal, d'avoir répondu à ces questions. Après leur naissance, leur structure et la prévision, nous retrouvons en direct notre reporter Emma Tché en compagnie de Justin Reck, un chasseur d'ouragans qui a bravé Irma. Aujourd'hui, il va nous parler de son métier qui consiste à faire les mesures nécessaires dans l'œil de l'ouragan. Emma, vous me recevez? Oui, bonsoir Olivia, je suis effectivement avec le célèbre chasseur d'ouragans Justin Drake. Bonsoir Justine. Bonsoir, je suis ravie d'être ici. Tout le plaisir est pour nous. Comment qualifierez-vous votre rôle? Notre rôle est de rassembler des informations météorologiques sur les ouragans tels que Irma. Pour cela, nous traversons le cyclone avec un ouragan des plus résistants. Nous utilisons aussi différents instruments tels que des radars météorologiques, des capteurs de vitesse, des catasondes qu'on laisse tomber dans le cyclone pour obtenir un radiosondage, des analyseurs granulométriques des précipitations et des aérosols, des radiomètres pour mesurer la température de l'air et du vent, et des diffusomètres. Le but essentiel du repérage aérien est de repérer le centre de la perturbation et de mesurer la force des vents maximaux. Mais notre équipage évalue aussi la dimension de la tempête, sa structure et son stade de développement. Ces informations sont transmises au NHC par liaison radio et satellite. Elles sont comparées à celles obtenues par les images satellites. Tout cela a l'air vraiment compliqué. Pouvez-vous nous dire quelles sont les échelles de mesure ouragan? Oui, l'échelle de Saffir-Simpson, par exemple, a été développée pour les ouragans. Ils sont classés en 5 catégories selon la force des vents maximum et l'ampleur des dégâts potentiels. La catégorie 1, pour un ouragan minimal,
avec des vents de 119 km/h à 153 km/h qui créent des dégâts mineurs à moyenne. La catégorie 2 pour un ouragan moyen avec des vents de 154 à 177 km/h qui créent de gros dommages en bord de mer et des arbres arrachés. La catégorie 3 pour un ouragan intense avec des vents de 178 km/h à 209 km/h qui créent de graves dégâts aux petites constructions en bord de mer et qui arrachent les toits. La catégorie 4 pour un ouragan extrême avec des vents de 210 à 249 km/h qui créent de graves dégâts sur la côte et à l'intérieur des terres. Et enfin la catégorie 5 pour un ouragan catastrophique avec des vents supérieurs à 250 km/h, un phénomène rare qui peut causer de très gros dégâts aux infrastructures. Mais il y a aussi l'échelle de Beaufort pour la mesure des vents allant de 0 à 12, 12 correspondant aux ouragans. Mais qui finance le matériel ainsi que les missions? C'est en fait l'État qui s'occupe de tout ça. En effet, il finance nos missions selon des accords car grâce à nos mesures, nos connaissances sur les ouragans avancent et nous permettent d'en savoir davantage à chaque nouvel ouragan. Votre métier est-il risqué? Nous nous rendons in situ dans l'ouragan, nos vies sont forcément menacées. Mais ces mesures sont nécessaires pour l'avancement de nos connaissances sur ces phénomènes destructeurs. 5 équipages ont disparu depuis la création de ce type de mission pendant la Seconde Guerre mondiale. À cause du réchauffement climatique, ces phénomènes se font de plus en plus nombreux. Nous avons donc de plus en plus de missions. Combien êtes-vous à faire ce métier? Il y a 2 agences gouvernementales qui s'occupent de la reconnaissance aérienne, la 53e escadrille de reconnaissance météorologique de la réserve de l'US Air Force, qui est la seule unité de reconnaissance météorologique militaire opérationnelle au monde, et l'Aircraft Operation Center de la NOAA qui procède à la surveillance, la recherche et la reconnaissance des tempêtes tropicales dans les océans Pacifique et Atlantique. Et pour ce qui est de la composition de l'équipage? En général, les avions transportent de 6 à 15 personnes comprenant l'équipage et les météorologistes. Les équipages sont constitués d'un pilote, d'un copilote, d'un mécanicien navigant, d'un navigateur et d'électrotechnicien. L'équipe météorologique peut être constituée d'un météorologiste embarqué, d'un scientifique chef de programme, d'un spécialiste de la physique des nuages, d'un spécialiste radar et de radiosondeur. Cela fait un sacré équipage. Votre métier est donc essentiel dans l'avancée sur les connaissances de ces phénomènes naturels destructeurs. Merci Justine, à bientôt j'espère. Mais de rien, à bientôt. Merci Emma pour ce reportage et merci à vous Justine Drake de nous avoir expliqué ce fantastique métier de chasseur d'ouragan. Pour clôturer cette fin d'émission, je me suis entourée de 2 spécialistes qui ont chacun leur avis bien tranché sur la fameuse question. Et je vous le rappelle, le réchauffement climatique engendrera-t-il un jour des ouragans en France métropolitaine? Accueillons tout de suite Madame Durand et Madame Gray. Vous êtes ici pour débattre autour de notre problématique. Nous avons procédé à un tirage au sort qui a désigné Mathilde Grèce. Commencez s'il vous plaît. Alors il n'y a jamais eu d'ouragan en France car je le pense, le climat ne le permet pas et ne le permettra pas. Oui, mais à cause du réchauffement climatique, le climat de la France risque de changer et entraînera peut-être la formation de phénomènes de ce type. Il faudrait pour cela que le réchauffement climatique soit bien plus intense pour bouleverser un climat. Le réchauffement climatique ne serait pas assez intense pour donner naissance aux facteurs essentiels à la formation d'un ouragan. Si, à cause de l'effet de serre, les eaux méditerranéennes pourraient atteindre les 26 degrés. Certes, mais elles atteindront ces températures pendant de courtes périodes et sur des étendues trop réduites pour qu'un ouragan ait le temps de se former. Mais ce qui compte, c'est la différence de température entre les basses et les hautes couches de l'atmosphère. Non, je pense même qu'au contraire, on pourra prévoir une diminution du nombre d'ouragans dans le futur car l'air sera plus chaud, donc les contrastes entre les températures de haute et basse couche de l'atmosphère seront moindres. Puis le réchauffement climatique engendrera le développement de phénomènes violents, mais pas d'ouragans. Il y a déjà eu de fortes tempêtes en 1999 en France qui ont été surnommées par certains des ouragans. Oui, mais ce ne sont que des tempêtes, pas des ouragans. Les dommages causés par celles-ci sont équivalents à ceux d'un ouragan de force 3 dans l'échelle de Saffir-Simpson. Puis, il n'est pas rare que les ouragans qui se forment de l'autre côté de l'Atlantique soient déviés vers la France. Lorsque ces ouragans tropicaux arrivent en France, ils ne sont plus à l'état d'ouragan. Les tempêtes Lothar et Martin en 1999 ont bien été surnommées des ouragans et ont bien causé les dommages d'un ouragan. Un ouragan fonctionne avec un système d'air humide et chaud. Cependant, l'air de la France est sec et frais, ce qui ferait mourir un ouragan s'il venait à arriver en France. Puis, si on regarde dans le passé, on constate que ces phénomènes ne sont pas plus nombreux qu'avant. Or, le réchauffement climatique est présent depuis le début du XXe siècle. Oui, mais le réchauffement climatique n'est pas encore à son apogée.
Si on ne fait rien pour empêcher son développement, il pourrait y avoir une modification du climat global et donc une hausse de ces phénomènes et un déplacement de leur lieu de formation. Les accords de Paris mis en place en 2017 entre 196 pays ont comme objectif principal de réduire les émissions de CO2 et donc la hausse des températures en dessous de 2 degrés pour lutter contre le réchauffement climatique. Cela pourrait limiter le développement d'ouragans en France métropolitaine. Ces accords ne suffiront pas à limiter le réchauffement climatique tel qu'il est prévu. De plus, en Europe, il y a déjà eu des mini-cyclones, comme celui qu'on a nommé le Kosia en 1982 entre la Grèce et la Sicile. Il y a un terme pour les désigner, les médicanes. C'est une contraction de Méditerranée et de hurricane. Je suis désolée, mais ces médicanes n'atteignent pas le seuil d'ouragan. Il y a bien une formation circulaire avec un œil au centre, comme un cyclone, mais ces plus petits et les vents ne sont pas aussi violents. Mais ces médicanes ont une durée de vie plus importante dans les eaux plus chaudes. Donc si les eaux se réchauffent, ces phénomènes subtropicaux ne seront pas plus nombreux, mais plus intenses et plus longs et pourront donc atteindre le seuil d'ouragan. Je finirai par cet argument. Les 2 énormes tempêtes de 1999 n'ont jamais été prédites, même par les algorithmes des machines de Météo France, qui jamais n'avaient projeté une telle situation. Tout ça pour dire que de tels phénomènes peuvent arriver même si on pense que tous les facteurs ne sont pas réunis et que le climat n'est pas adapté. Je pense que certes, oui, le réchauffement climatique pourra engendrer à long terme des catastrophes naturelles considérables, mais qu'un ouragan tel qu'Irma en France métropolitaine, cela me paraît peu probable, eu égard à notre climat et aux projections quant à son devenir dans les prochaines décennies. Enfin, si un ouragan se produisait en France, il ne traverserait pas le territoire, car il se mourrait par manque d'humidité et reviendrait à une dépression plus classique. Donc ce débat nous amène à conclure que non, pour l'instant, la création d'un ouragan en France métropolitaine n'est pas à prévoir. Cependant, il est possible de subir des restes d'ouragans. Alors, si jamais un cyclone venait à surgir en métropole, voici quelques conseils de la rédaction pour vous protéger de ces phénomènes. Alors, premièrement, cherchez tout d'abord un refuge prévu pour cela. S'il est trop tard, mettez-vous dans un sous-sol ou si vous n'en avez pas, tenez-vous le plus loin possible des fenêtres, des portes et isolez-vous dans la pièce la plus centrale de votre maison. Gardez vos papiers importants près de vous dans un endroit sûr. Enlevez tout objet léger de cette pièce pour ne pas en faire de projectiles mortels. Écoutez régulièrement la radio et les bulletins météo officiels. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale Cyclone. À bientôt pour une nouvelle émission sur Science Météo.